puisque si on s'en tient maintenant très concrètement à l'apprentissage du FLE, elle développe la capacité d'innover en français et de créer dans la langue que l'on apprend. L'étude littéraire était une des 3 possibilités de renouveler entièrement à l'heure actuelle l'enseignement du FLE. Et bien entendu, elle stimule les compétences de réflexion, puisque si on s'en tient maintenant très concrètement à l'apprentissage du FLE, elle développe la capacité d'innover en français, de dire, de rêver, de créer dans la langue que l'on apprend. Et par exemple, les cours, les ateliers, les séances d'écriture créative rencontrent un grand succès auprès des apprenants de FLE, et on est parfois toujours très admiratif de justement leur créativité et de leur invention. Elle développe aussi l'esprit critique. Alors là, on est plus du côté de ce dont nous avons l'habitude en France, c'est-à-dire être capable de faire une analyse critique. Ce n'est pas forcément négatif, et évidemment que cela a aussi beaucoup d'intérêt. Ce n'est pas la même perspective, mais cela est aussi très important. Et puis elle permet de réinvestir cet esprit critique ensuite dans toutes les lectures, et comme nous l'avons déjà dit, même dans celles de textes qui ne sont pas littéraires. Et puis elle favorise la stabilisation émotionnelle des apprenants, qui, comme nous l'avons dit, sont parfois fragilisés par l'expérience du départ, du déracinement, voire de l'exil. Voilà donc pour les atouts que l'on peut attribuer à la littérature en français, langue étrangère. Et nous allons maintenant passer à la présentation générale du MOOC. Alors donc, toutes ces réflexions un peu générales nous emmènent quand même plus précisément à mettre en place des outils. Il ne s'agit pas simplement d'avoir de belles intentions, de vouloir que nos étudiants, nos apprenants soient stabilisés. Mais comment faire ? Et comment vous, futurs enseignants et enseignantes de FLE, comment faire pour faire descendre le texte littéraire de son piédestal ? Voilà. Donc, comment faire pour vous, étudiants en didactique de langue, ou déjà enseignants, en France ou à l'étranger, comment monter, sinon un cours de littérature, mais au moins quelques séances, une séquence, enfin, voilà. Donc, comme l'on voit, une partie de votre futur public, on parle de vous en tant que futur enseignant, aura été confronté à l'expérience parfois exaltante et parfois traumatisante de changer de pays, de culture et de langue. Et même si votre public n'a pas franchi de frontières, il est cependant confronté par l'apprentissage du français à l'inconnu. Donc dans tous les cas, il y a un risque pris, celui d'aller vers la nouveauté et vers l'autre. Donc notre idée à nous est de transformer en plaisir ce double potentiel d'angoisse, quand même, chez le public devant le dépaysement ressenti, et chez vous, enseignants ou enseignantes, devant un défi aussi complexe. Alors en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les allophones ont moins peur du texte littéraire que les personnes natives elles-mêmes, qui ont tendance, traditionnellement en France, je dirais, à sacraliser le texte.
Voilà, le texte littéraire est sur un piédestal, une sorte de modèle parfait qu'il faudrait pouvoir imiter, en se taisant si possible, et essayer de faire pas aussi bien, ça n'est pas possible, mais voilà, d'être confit d'admiration. Ça, c'était la façon dont les textes littéraires étaient enseignés au public étranger, dans les méthodes Mauger du milieu du XXe siècle. C'était encore cette idée-là. Alors, et aux élèves français aussi. Et aux élèves français aussi, en fait, puisque c'était en quelque sorte l'idéologie dominante en France. Donc il était normal que nous cherchions en France à faire partager généreusement tout le reste de la Terre, ce que nous considérions comme le summum de notre civilisation. Mais en fait, le statut du texte littéraire a changé en France et on pense que c'est avec la théorie de la réception que ça a changé. Parce que la littérature est rendue accessible désormais à tous les sujets récepteurs. Et j'entendais cette phrase d'Éric Emmanuel Schmitt récemment à la Grande Librairie qui disait « Il n'y a pas de livre, il n'y a que des lecteurs ». Et vous comprenez que cette nouvelle position par rapport au texte est extrêmement déculpabilisante pour un public fleu qui désormais se considère comme lecteur et lectrice au même titre que les autres. Ce n'est plus une seule interprétation du texte, mais la leur qu'ils vont construire et que nous allons aider à construire. En outre, autre atout, pour les allophones, l'écart linguistique ou stylistique n'est pas perturbateur, alors qu'il l'est beaucoup plus pour les francophones natifs. L'écart fait partie de la représentation instable qu'ils ont de la langue. Donc la perturbation ne leur est pas, je dirais, étrangère. Même peut-être elle les rassure en tant qu'étrangers eux-mêmes. Alors, non seulement le public fleu n'est pas insécurisé par le texte littéraire, mais dans ce MOOC, nous avons sélectionné des textes qui favorisent l'identification parce que le public y trouve le miroir de son apprentissage. C'est ce qui nous amène à vous parler du choix du corpus et qui évidemment est fondamental en FLE. Est-ce qu'on va continuer à reprendre les corpus anciens? Non. Non, tout simplement. Nous allons dans un premier temps renoncer aux auteurs français, franco-français, masculins et canoniques. C'est-à-dire, au revoir Maupassant, Flaubert, Balzac. Je dis bien au revoir, je n'ai pas dit adieu, dans un premier temps. Et nous allons créer notre propre corpus à partir d'écrits littéraires totalement différents, par exemple avec des auteurs j'insiste bien sur le féminin, franco-étrangères, Nina Bouraoui, Lynn Tranui, Laura Alcoba, des auteurs francophones contemporaines et également des anciennes migrantes devenues françaises, soit par la naturalisation, en général c'est ce qui se passe. Regardez Chador Javan, qui a fui l'Iran et qui est maintenant naturalisée française, mais Nancy Houston également, installée à Paris depuis des décennies, Negar Javadi, arrivée depuis moins de temps, Brina Zvit de Slovénie, toutes ont écrit sur cette expérience de l'exil. Mais saisissons-nous de ces corpus. Et il faut reconnaître qu'il y a 20 ans, il n'était pas accessible sur le marché éditorial. C'est une chance que de tels textes puissent être trouvés maintenant dans le commerce, à des prix tout à fait raisonnables, en livres de poche. Et nous allons sélectionner des écrivaines qui ont fait elles-mêmes l'apprentissage de la langue française et qui, une fois qu'elles sont devenues écrivaines, l'ont raconté. Là, c'est doublement intéressant pour notre public. Exemple, Agatha Christophe dans L'Analphabète, Oui dans Une fille Zhuang. Elle raconte les difficultés, les humiliations, les hésitations, les complexes
qu'elles avaient en tant que apprenantes adultes, forcées d'être infantilisées dans ce rôle d'apprenante, alors qu'en fait, évidemment, elles avaient toute une conscience critique déjà formée. Donc, c'est très intéressant de pouvoir choisir ce genre de texte pour notre public. N'oublions pas que dans l'excellent livre paru en 2015, qui se nomme « La littérature dans l'enseignement du FLE » dirigé par Anne Godard, l'étude littéraire était une des 3 possibilités de renouveler entièrement à l'heure actuelle l'enseignement du FLE. Par cette ouverture au plurilinguisme et au pluriculturalisme, je dirais, à travers la littérature. Alors, vous verrez dans la vidéo de présentation du MOOC que, selon la théorie de la réception, nous voyons bien que le sujet lecteur découvre le texte. Le texte n'existe qu'à travers un regard, une émotion, une pensée. Ça se demander si effectivement il existe en lui-même. Non, toujours saisi par un regard. Donc nous allons vous donner, dans ce MOOC, nous avons essayé de vous donner toutes les clés possibles pour exploiter littérairement ces textes. Ainsi, par exemple, les modalités narratives font l'objet de fiches, en tout cas d'études, par exemple sur des instances de la narration qui racontent, sur l'énonciation qui parle dans le récit, sur les formes variées de discours que l'on peut trouver dans les textes littéraires et qui sont particulièrement difficiles d'accès au public allophone. Voilà. Être capable de différencier les formes de discours, c'est fondamental. Une fois qu'on a ces clés-là, eh bien, on peut naviguer aisément dans n'importe quel texte. Voilà. Donc, les autres documents préparatoires, en dehors de ces fiches, je dirais, de vulgarisation des connaissances des fonctionnements littéraires, que ce soit narratif, poétique, etc. Nous allons essayer de vous expliquer qu'il est absolument nécessaire pour réussir un cours de littérature de prévoir en amont des documents préparatoires qui vont comporter 2 sortes de documents, des notes que je dirais informatives au sens général, c'est-à-dire qui va donner tous les renseignements objectifs à peu près nécessaires pour un public allophone. Alors, aussi bien sur le lexique, la syntaxe, la culture, l'histoire, l'auteur, la biographie de l'auteur, que sais-je. Tout ce qu'il est important de savoir pour comprendre ce qui se passe dans le texte. Mais bien sûr, c'est pas le plus important. Mais vous allez faire gagner un temps précieux et une énergie précieuse à votre public si vous prédéterminez un petit peu ce travail-là. Parce qu'encore une fois, il faut éviter qu'ils perdent des heures dans les dictionnaires, Voilà. Donc, vous leur apportez ce travail déjà prêt, ce qui leur permettra de concentrer leur énergie sur le plus important, qui est la compréhension du texte. Et c'est là qu'arrive le deuxième type de document que vous allez trouver dans ce MOOC, un questionnaire guidé, afin de faciliter en amont la compréhension du texte et favoriser la production orale pendant le cours. Et ça, j'insiste là-dessus, il est très important que tous les documents soient prêts à l'avance et aient été communiqués, distribués ou mis sur une plateforme pour votre public, qui aura dû le lire avant de venir en cours, et afin, pendant le cours, de pouvoir participer librement sur un texte qui aura été, allez, on va dire, globalement compris. On ne leur demande pas de comprendre dans tous les détails, mais au moins globalement. Et faites l'expérience. Comparez les réactions de votre public apprenant. Une fois que vous avez distribué ces documents préparatoires en amont, je dirais 1 semaine à l'avance à peu près, pas trop longtemps à l'avance parce que autrement ils oublient. Et si vous ne le faites pas, eh bien, si vous ne le faites pas, la participation est nulle. Voilà. Ils n'ont pas le ressort. C'est trop difficile pour eux. Et donc, ils vont pas avoir le ressort de débattre et débattre en public, c'est-à-dire s'exprimer dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas entièrement, devant d'autres,
d'autres, parfois de cultures différentes, ils ne vont pas oser le faire, ni très bien comprendre ce qui se passe dans le texte. Donc il leur faut ce temps de maturation, d'où, et j'insiste beaucoup sur le caractère préparatoire de ces documents, qui vous demande que le temps que vous passerez en amont, ce sera du temps que vous n'aurez pas besoin de passer en aval. C'est-à-dire que pendant votre cours, vous allez être libéré, je dirais, de toutes ces questions, qu'est-ce que ce mot veut dire, c'est quoi cette allusion à la culture, etc. Normalement, tout sera dans le dossier préparatoire. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que le public l'aura forcément lu? Ça, c'est son problème. C'est comme pour la classe inversée. La classe inversée ne fonctionne que si le public va effectivement en amont, sur la plateforme, consulter tous les documents mis par l'enseignant. S'il ne le fait pas, c'est sa responsabilité. Tout ce qu'on peut essayer de leur dire, c'est que leur plaisir sera moindre. Car un public qui prend plaisir, c'est un public qui participe. Et tout ce que vous voulez finalement, votre but, c'est pendant le cours, qu'il dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, que vous ayez un public participatif. Et là, vous êtes sûr que enseignants et étudiants, tout le monde est content. Donc, vous trouverez 2 types de documents pour alimenter votre réflexion. D'abord, un réservoir, on dirait, de textes, allez, A2 à C2, donc d'un assez large niveau linguistique sur le cadre européen, pour lesquels nous avons simplement esquissé quelques pistes d'analyse que nous n'approfondissons pas. Nous ne pouvons pas non plus le faire pour tous les textes, mais nous vous donnons, voilà, des textes dans lesquels vous pouvez librement piocher, dont vous pouvez vous inspirer. Et à cette multiplicité de textes, au milieu de ça, nous avons eu le souci d'approfondir pour 4 textes précis et que nous avons jugés emblématiques de notre problématique, de celle de Declan Fleu et celle sur laquelle nous travaillons, c'est-à-dire littérature et migration et écriture de l'exil. Voilà, donc nous avons approfondi cette analyse pour 4 textes qui sont globalement de niveau B1, B2, parce qu'il est quand même plus rare d'avoir des niveaux C2 et il est plus intéressant pour vous d'apprendre à fonctionner, je dirais, sur des petits niveaux. C'est beaucoup plus difficile de préparer des textes de niveau A2, B1 que de préparer des textes de niveau C2, où votre public est pratiquement bilingue. Donc, c'est pour ces textes-là, A2, B1, où c'est très difficile, nous ne parlons pas vraiment de A1, parce que A1, il s'agit juste, je dirais, d'une découverte de la littérature. On ne peut pas vraiment faire qu'on pourrait appeler une véritable analyse littéraire. Mais on peut donner le goût de la lecture littéraire, c'est déjà très important. Mais de là à faire une véritable analyse littéraire, je dirais, voilà, A2, B1, B2 sont les niveaux où ça va devenir vraiment très intéressant pour votre public et pour vous aussi. Et vous allez le voir s'épanouir au fur et à mesure que le public passe d'un niveau à l'autre et approfondit son analyse. Nous rappelons les 3 objectifs de ce MOOC. Donner les fondamentaux de l'analyse textuelle, rendre indispensable le texte littéraire dans l'apprentissage linguistique du FLE et donner la parole aux anciens migrants et surtout aux migrantes qui ont vécu cette aventure et qui, devenues écrivaines, le racontent. Donc, c'était la présentation générale de nos objectifs et de notre démarche. Et maintenant, nous allons vous présenter l'architecture de façon assez simple, mais bon, de manière à vous montrer comment nous avons organisé les choses. Après, inutile de vous le dire, après de multiples changements, de beaucoup d'hésitations, beaucoup de réflexions, et quand vous ferez le test de la semaine 2, ce serait bien que si vous avez des remarques sur cette organisation, par exemple, si voilà, des étonnements, si vous remarquez des manques en ce qui vous concerne, écrivez ça quelque part. Et demain, quand nous vous donnerons la parole, eh bien, prenez-la pour nous dire, par exemple,
Eh bien moi, ce qui me manque en littérature, c'est de savoir comment, je ne sais pas quoi. Eh bien dites-le nous. Dites-le nous parce que vos suggestions sont vraiment les bienvenues. Et véritablement, nous avons essayé de partir des besoins du public. Oui. Donc, exprimez-les. Et alors, bien sûr, en 5 semaines, nous n'avons pas l'ambition ni la prétention de tout couvrir de l'analyse littéraire. Mais si vous regardez déjà la façon dont nous avons fonctionné, si vous nous dites, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des façons de le clarifier? Est-ce que vous auriez des suggestions, des conseils? Ce serait très précieux pour nous. Voilà, alors donc le MOOC est divisé en 5 semaines. Alors, la charge de travail, je vois ça. Il paraît que normalement, pour un MOOC, une séquence ne doit pas dépasser 30 à 45 minutes de travail. Il paraît. Il paraît, voilà. En réalité, il semble bien que si, et on va vous expliquer pourquoi, que si vous voulez vraiment tirer profit de chaque séquence, il vaudrait mieux y passer 2 heures. Parce que, en fait, il y a des documents complémentaires, il y a des lectures. Sans doute qu'on peut faire une séquence en 30 minutes, mais le résultat ne sera évidemment pas le même que si vous y passez 2 heures. Disons qu'il faut vous familiariser avec cette méthode. Donc au début, passer 2 heures par semaine, franchement, ça paraît très très raisonnable. Ensuite, bien sûr, une fois que vous aurez intériorisé la méthode, ensuite ça ira beaucoup plus vite. Le but dans l'immédiat, c'est de vous donner, voilà, de vous expliquer le plus clairement possible comment œuvrer. Et pour cela, voilà, c'est comme pour les lecteurs de FLE, il faut le temps de la maturation. Voilà, donc nous vous avons dit 5 semaines et dans chaque semaine 2 séquences. Alors pour la semaine 1, nous avons prévu une séquence 1 qui partirait d'un état des lieux sur la place de la littérature en FLE, la place telle qu'elle existe, la place qu'on aimerait lui donner. Voilà, nous avons des témoignages d'étudiants, des témoignages d'enseignants, mais il nous reste encore à organiser l'ensemble. Techniquement surtout. Techniquement surtout, c'est certain. La séquence 2 est consacrée à un texte d'Agota Christophe tiré de l'Analphabète, texte dans lequel elle raconte son apprentissage du français, alors qu'elle était déjà adulte, alors que sa fille elle-même entrait à l'école. Elle, mère de famille, devait à nouveau apprendre une langue depuis le début. En tout cas, en apprendre l'écriture, puisqu'elle savait parler. C'est ce texte que nous vous avons présenté l'an dernier pour celles et ceux qui étaient présents l'an dernier. Nous avons tous ensemble travaillé sur ce texte. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux et de nouvelles parmi vous, mais voilà, les anciens se reconnaîtront. Nous n'allons pas du tout le traiter aujourd'hui, mais nous le situons dans notre MOOC. Il y a une question de Caroline. Oui. Qui demande, quand on dit 45 minutes par séquence, c'est bien de la préparation dont on parle? Ah non, quand on dit 45, merci beaucoup. Quand on dit 45 minutes par séquence, là nous parlons de la séquence du MOOC. On ne parle pas d'une préparation d'une séquence de cours. Est-ce que c'est clair? Mais d'ailleurs, on a parlé plutôt de... Ah oui, non. Bah, la personne répond « Ah, d'accord, merci ». Bon. Oui, là, nous ne parlons... Mais c'est vrai, c'est très bien de poser la question. Ici, il est question de séquence. Ce terme de séquence, c'est vrai, en plus, je l'ai utilisé récemment en cours en Master 1, donc ça peut être troublant. Il n'a pas le même sens, évidemment, que celui dont on a parlé pour la séquence didactique en cours. Ici, séquence correspond à j'ai envie de dire un partage, enfin une hiérarchie dans le MOOC. Et donc, dans chaque semaine du MOOC, puisque vous savez que les MOOC
se font par semaine. Donc dans chaque séquence du MOOC, pour chacune, normalement, c'est ce que l'on nous dit, on devrait ne pas y passer plus de 45 minutes. Le participant. Oui, Pour les participants. participants. C'est ça, exactement, pour les participants. Après, vous savez bien qu'on peut passer plus ou moins de temps, quel que soit le travail. Et ce qui est un peu particulier quand même aussi, je cherche à nous justifier, avec un MOOC sur la littérature, c'est qu'il faut quand même le temps de lire les textes. Oui. Si vous voulez, ça c'est en plus. Dans un MOOC où vous apprenez à faire la cuisine, normalement vous n'avez pas tout. Il y a le temps des cours. Il y a le temps des courses, mais normalement il n'est pas inclus, ma chère, dans le MOOC. Voilà. Donc, dans les 2 heures, nous incluons le temps de lecture, et vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'une lecture unique du texte, mais de relecture. Et en fait, quand je suis avec mes étudiants, la première chose que je fais toujours, quand on démarre l'étude d'un texte, je dis qui a lu ce texte une fois. Alors vous avez un certain nombre de mains. Qui l'a lu 2 fois? Ah bon, alors il y en a. Qui l'a lu 3 fois? Alors là, les mains commencent à devenir un petit peu plus rares. Qui l'a lu 4 fois? Alors ils se disent, la prof elle est folle. Qui l'a lu 5 fois? 6 fois? 7 fois? Qui l'a lu 10 fois? Et je lève la main. Et je leur dis, je vais vous poser la question chaque fois, pour chaque nouveau texte. Et c'est très clair, au fur et à mesure du semestre, les mains se lèvent beaucoup plus. Ils ont compris qu'on ne peut analyser un texte que après l'avoir lu, relu et re-relu. On relit IT et on relit IE. Voilà, donc dans cette séquence 2 de la semaine 1, il y a une découverte donc, de l'analyse, et je précise quelque chose sur l'importance vraiment de ce texte, non seulement parce qu'il apparaît dans la semaine 1 et que c'est le premier qui est analysé, mais ce que si nous nous souvenons de la première année où nous avons commencé à travailler pour la conception de ce MOOC, nous avions demandé à nos étudiantes de choisir un texte, voilà, le texte parmi tous ceux que nous avions déjà trouvés et qu'elles avaient trouvé elles-mêmes, un texte à analyser. Et c'est celui qu'elles avaient sélectionné. Et il est en fait excellent ce texte-là, Oui. parce que très simple linguistiquement. Oui. Donc là, c'est pour prouver qu'on peut faire de la vraie littérature avec 20 lignes. L'extrait qu'on avait choisi n'avait pas plus de 20 lignes, avec des mots clarissimes. Et c'était une vraie analyse littéraire. Et elle-même était tout à fait surprise à l'issue de cette étude que nous avons faite, que nous avons menée tout ensemble, qu'on puisse aller aussi loin dans ce qu'on pouvait dire sur un texte. Voilà. Il y avait juste une auteure d'origine étrangère qui disait son mal-être devant la difficulté linguistique du FLE. Oui, mais même avec des phrases très courtes, très simples, sujet, verbe, complément, point, un style très sobre, et on peut comprendre. Eh bien, malgré cela, nous avons pu déceler des stratégies extrêmement efficaces dans le texte. Voilà, donc ça c'est pour la séquence 1. Et la séquence 2 est particulièrement importante pour vous, puisque c'est celle que vous allez tester entre tout à l'heure 16h et demain midi, Voilà. Vendredi. Alors cette cette semaine 2 est composée, comme vous l'avez compris, de 2 séquences. Tout d'abord, une séquence 1 consacrée à un texte d'Empateba, tiré de son livre Angoulême, l'enfant Paul. Et cette séquence commence, et nous allons vous montrer tout à l'heure plus précisément comment cela se présente. Ce texte, qui joue sur différentes situations d'énonciation, nous a demandé, nous nous sommes dit que pour analyser ce texte, il ne fallait pas passer à côté de cette particularité, qui
situation d'énonciation qui demande toujours à être analysée, mais plus ou moins selon les textes, et ici particulièrement. Et donc la séquence commence par quelques rappels concernant la situation d'énonciation. Certains d'entre vous vont, je ne devrais peut-être pas le dire, mais je suis sûre que c'est vrai, qui connaissent cela sur le bout des doigts vont passer rapidement. En revanche, ceux pour qui c'est une nouveauté, nous leur conseillons de s'y attarder. C'est-à-dire de s'assurer qu'ils ont bien compris, de faire les exercices, les repérages, etc. Donc voilà pour la séquence 1, mais nous vous en dirons un peu plus tout à l'heure, donc je passe. La séquence 2 de cette semaine 2, que vous allez aussi tester, j'ai envie de dire, rentre dans le vif du sujet de la préparation de cours que font tous les enseignants. Puisque dans cette séquence 2, vous sera montré la façon d'élaborer les documents préparatoires que nous avons évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire de préparer les documents pour la didactisation du texte. Alors, voyez comment nous avons procédé. Finalement, ces 2 semaines sont fondamentales. Nous avons d'abord commencé par vous entraîner directement, je ne dirais pas à l'aveuglette, parce que nous sommes là pour vous guider, mais directement sur le terrain à effectuer l'analyse littéraire de 2 textes, Agatha Christophe et Empathéba. Voilà. À partir de là, nous pensons que votre sensibilité littéraire et vous avez le minimum d'outils nécessaires pour avoir une réflexion un peu plus distanciée et pour pouvoir mettre en place une méthodologie un petit peu plus générale. Donc, notre méthode est un peu inductive en quelque sorte. Nous partons de l'expérimentation que nous avons faite ensemble et nous commençons dès cette semaine 2 à en tirer quelques grands principes que nous vous conseillons évidemment de garder précieusement et de mettre en pratique ensuite pour l'élaboration des documents pour tous les nouveaux textes que vous rencontrerez. Voilà, ensuite donc, dans la semaine 3, et bien toujours 2 séquences. Une première séquence pour laquelle donc, il y a une analyse d'un extrait de Ni d'Ève ni d'Adam d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb est bien sûr un peu une exception dans notre corpus, un petit peu. Voilà, mais il nous a semblé tout de même intéressant de ne pas l'écarter. Alors, c'est une exception, mais ça reste quand même un récit d'apprentissage, ce qui était le plus important pour nous. Pourquoi une exception ? Parce que le français, elle est belge, donc le français a été sa langue maternelle. N'empêche que comme elle écrit sur une expérience qu'elle a vécue au Japon, dans l'enseignement du japonais, enfin l'enseignement, du FLE, elle-même étant, ce qui est très intéressant, étudiante en japonais, donc japonais langue étrangère, mais également en cours particulier, elle est enseignante de FLE, et elle en a fait l'objet de son livre, Ni d'Ève ni d'Adam, mais pour nous, c'est magnifique. Donc, nous partons de plusieurs textes, un petit peu plus complexes malgré tout que celui de niveau A2-B1 de Agatha Christophe. Nous entrons là dans les complexités discursives du texte littéraire, mais nous vous donnons les outils, et il n'y a pas de raison que votre public ne vous suive pas. Et donc là, les rappels ou les apprentissages théoriques que nous vous proposons concernent les types de discours rapportés. Et évidemment, les textes d'Amélie Nothomb permettent une application immédiate et une réflexion immédiate sur la valeur de ces types différents de discours. La séquence 2 de la semaine 3 est consacrée à Tchador Javan. Nous avons sélectionné un texte tiré de son roman « Comment peut-on être français ?» Et ici, donc, texte qui, lui aussi, explique les difficultés de la narratrice pour apprendre le français. Et puis, dans cette séquence-là, nous avons abordé ce point, j'ai envie de dire, j'allais dire incontournable, mais je ne vais pas le dire, essentiel, extrêmement important,
de la notion de point de vue dans le récit. Vous voyez que avec l'avancée des semaines, nous allons vers des thématiques, je ne vais pas dire de plus en plus difficiles, mais en tout cas de plus en plus précises et qui permettent un approfondissement de l'analyse et de la compréhension. Voilà, notion de point de vue tout à fait nécessaire. Alors, vous voyez que la semaine 3 s'organise autour de 2 textes. Il n'y a pas dans cette semaine 3 de réflexion de méthodologie générale. Elle arrive dans la semaine 4. Donc, à l'issue de tous ces textes qui n'ont pas forcément de lien entre eux, qui ne constituent pas un programme de cours, et pour la bonne raison que ce n'est pas possible, vu que ce sont des textes de niveau linguistique différents. Donc, vous ne pouvez pas imaginer les garder pour un même public. Hein, et ça, c'est très important d'adapter, on en reparlera tout à l'heure, d'adapter le niveau du texte au niveau de votre public. Mais à partir de la semaine 4, il faut quand même se poser un peu la question sur la durée. Comment j'articule mes différents textes entre eux pour qu'il y ait une cohérence, pas simplement évidemment sur le plan thématique, littéraire, etc. Mais n'oublions pas ce que nous recherchons. Nous recherchons un ancrage dans la langue. Donc il y aura un paramètre linguistique à chaque fois qu'il est essentiel d'exploiter. Bien, donc c'est ce qui effectivement est abordé dans la semaine 4. Tout d'abord dans les séquences 1 où sont proposés des récits d'apprentissage, hein, on ne sort pas de cette thématique, des récits d'apprentissage qui peuvent être proposés à des étudiants de niveau, des apprenants de niveau A1 jusqu'à C2. Voilà, donc vous avez tout un choix. Et puis, à ce moment-là, il est question, effectivement, de réfléchir à la façon d'élaborer un corpus, à la façon d'organiser un semestre de cours, une année de cours, en fonction de la situation où vous trouvez en tant qu'enseignant. Et en particulier pour les très heureux parmi vous qui auront la chance de faire un programme entier de littérature. Ouais. Mais ce MOOC s'adresse à tous les enseignants, ceux qui devront enseigner le texte littéraire une fois ponctuellement, et les autres qui doivent également construire un véritable programme. Et dans la séquence 2, vous sont proposés cette fois-ci des textes qui concernent donc l'altérité, hein, puisque effectivement, raconter l'expérience de son apprentissage d'une langue nouvelle, c'est aussi raconter l'apprentissage de l'entrée dans une autre culture. Et donc des textes qui portent sur l'altérité, sur l'entre-deux des langues cultures. Et ici, il est question de réfléchir avec les auteurs donc, sur ce que signifie apprendre, sur ce que cela implique pour l'individu et pour ses vraisemblablement modifications. Et enfin, semaine 5. Eh bien, la semaine 5, toujours 2 séquences, comme vous l'avez compris. Tout d'abord, nous avons pensé à une séquence qui va réfléchir sur le contexte d'apprentissage, et puis une séquence 2 sur l'auto-évaluation de l'apprentissage des participants à ce MOOC, sur ce que les participants auront appris, et puis aussi une entrée dans l'expérience racontée par les différents auteurs de la création, hein, l'expérience de la création. De la création, de l'écriture en langue française. Donc là, on est dans un autre niveau. On les a suivis pendant tout le MOOC dans leur récit de l'apprentissage de la langue française, et dans cette dernière séquence de la dernière semaine, en quelque sorte, ils prennent leur envol et ils nous entraînent avec eux vers l'utilisation la plus sophistiquée de la langue française pour la création littéraire. Voilà, donc voilà pour un aperçu des 5 semaines du MOOC. Et maintenant, nous allons... Une question oui. En ligne. Si on a du temps, ça arrive. Oui.
si on a du temps, est-ce que l'étude d'une œuvre complète est une bonne idée? Oui, c'est une excellente idée. Ah, mais il faut beaucoup de temps, non? Alors, Enfin, moi, je trouve que c'est une Ça excellente dépend de idée. l'œuvre. je serai assez prudente là-dessus. Tout dépend du niveau. On ne peut pas envisager d'œuvre intégrale avant le niveau B2. C'est pas souhaitable. Après, évidemment, tout dépend de l'œuvre. Oui. Et tout dépend de la façon dont on le fait aussi. Mais au niveau B1, ils ont du mal à se... Déjà, ça leur paraît un monde. Donc, je ne pense pas que ce serait les sécuriser que de leur proposer tout de suite une œuvre intégrale. Là encore, tout dépend du public. Et tout dépend du contexte culturel où vous êtes. Parce que si le contexte culturel est porteur, et si dans leur pays, dans le système scolaire universitaire, il est prévu de lire et de lire beaucoup, comme par exemple aux États-Unis, bah, si vous êtes enseignant ou enseignante aux États-Unis de FLE, bah, peut-être oui, vous serez amené à mettre des œuvres intégrales à votre programme bien plus tôt que si vous étiez dans une autre culture qui met un peu moins l'accent sur la lecture. Donc, là encore, il faut énormément s'adapter à la culture du pays où on enseigne. Après, si c'est en France, je dirais, il faut d'abord, franchement, il ne faut pas arriver avec un beau programme d'œuvre intégrale. Il faut d'abord s'adapter à son public, voir ce que le public est capable de faire sur quelques textes d'une vingtaine de lignes. Et à partir de là, allez, je dirais en fin de programme, s'il le demande en plus. Mais en général, il est rare. Personnellement, il est rare qu'il le demande avant le niveau B2. Et même en B2, de plus en plus, je dirais, plus les années passaient, plus j'étais amenée à mettre une seule œuvre intégrale, si possible courte, à la fin du programme. Ce qui avait une certaine logique. Ou alors, tout dépend ce que vous enseignez. Si on lit une œuvre intégrale pour en discuter ensemble, pourquoi ça m'a plu, quel est votre ressenti, etc. Bon, pourquoi pas, on peut faire ce qu'on veut. Mais si on veut vraiment éveiller la conscience littéraire du public, je crois qu'il faut avancer à petits pas, pas être trop ambitieux trop vite, parce que vous allez peut-être plaire à une partie de votre public, par exemple, je le disais, anglo-saxon, mais vous allez insécuriser énormément une autre partie de votre public. Donc, c'est la grande difficulté, je dirais, dans ce métier, c'est que face à un public hétérogène qui aura des demandes différentes, voire contradictoires, à vous de garder la barre. Et la barre qui soit quelque chose de bon sens, assez quand même ambitieux, mais pas trop de travail d'un coup, parce qu'autrement, il est clair que, par exemple, des étudiants asiatiques qui préparaient des textes que je donnais à préparer en amont, j'ai découvert qu'ils passaient énormément, parce qu'ils voulaient bien faire, et ils faisaient extrêmement bien, mais ils passaient des heures et des heures, jusqu'à ce que j'intervienne pour leur dire, finalement, de travailler moins, ce qui est un peu paradoxal, mais ils passaient énormément de temps à essayer de tout comprendre, chaque mot du texte, de rien laisser dans l'ombre. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus que l'on veut. Il ne faut pas détruire le plaisir. Donc, il faut être conscient que vous n'avez pas un public, un seul, mais vous allez avoir face à vous des habitudes culturelles différentes face à la lecture. Aux éditions clés. Absolument, absolument à proscrire. Absolument à proscrire. Ce n'est plus une œuvre authentique si c'est Voilà, c'est pas un document si authentique. c'est simplifié par les éditions clés. Voilà, c'est un résumé. C'est le résumé d'une histoire. Et pourquoi pas pour avoir une culture générale en littérature. Bon, bah, là, c'est très bien. Si vous donnez ces livres à lire en général, j'ai vu par exemple La Petite Fadette de George Sand en 30 pages. La Petite Fadette, c'est assez difficile, hein, assez complexe sur le plan lexical. En plus, il y a des mots berrichons, il y a toute une syntaxe paysanne. Franchement, c'est très difficile. Je déconseillerais de mettre ce livre au programme. En revanche, si votre public veut se faire plaisir pour connaître un peu George Sand, connaître ses thèmes, je dirais, mais en aucun cas ni son style, ni
sa stylistique littéraire propre, qui est propre à chaque écrivain. Donc il faut prendre le temps de décoder dans chaque texte l'écriture spécifique de l'auteur. Et ça me fait penser du coup qu'il faut, oui, j'ai hésité entre il vaut mieux et il faut, je vais dire il faut éviter aussi les œuvres traduites. C'est cette question-là sur les textes simplifiés me fait penser. Et vous verrez que dans le MOOC, on aborde cette question-là. Parce que souvent, les étudiants disent ah, mais un tel, dans mon pays, il est traduit en français. Est-ce qu'on pourrait étudier la traduction ? Eh bien, non, parce que c'est une traduction. Alors, on peut l'étudier dans un autre domaine. Par exemple, si on fait de la littérature comparée, c'est très, très intéressant. En FLE, il est préférable de partir des moyens limités que nous avons, mais sur un texte authentique. Donc, pas de nouvelles questions. Non. Alors maintenant, nous allons vous présenter les 2 séquences que vous allez faire en tant que participant. Et sur lesquels vous allez travailler. Voilà. C'est à vous. Tout à l'heure, à partir de tout à l'heure. Dans 30 minutes. C'est ça. 30 minutes, absolument. Et pour que vous soyez moins déconcertés, nous allons vous montrer un peu comment ça se fait, mais un tout petit peu seulement, parce qu'il vous faut le plaisir de la découverte. Mais en même temps, la sécurité de reconnaître certaines choses que nous vous aurons présentées un petit peu. Vous voyez que c'est très symptomatique de notre enseignement. Si tout est nouveau, votre public est insécurisé. Si tout est reconnu, c'est moins intéressant. Il faut un peu des deux, et pas trop de chacun. Alors donc, la séquence, donc semaine 2, séquence 1, donc vous vous souvenez, cette séquence tourne autour d'un texte, enfin de 2 textes d'ailleurs en réalité dans le Patéba. Et alors voilà comment cela va se présenter. Ça c'est la page de début de la séquence 1. Vous remarquez à gauche des onglets qui sont toujours les mêmes tout au long de la séquence et même des 2 séquences. Et même de toutes les semaines. Et même de toutes les semaines Enfin, nous l'espérons. à venir. Voilà. Parce que les autres semaines ne sont pas encore faites. Et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que cela vous sera très bien expliqué dans le MOOC, donc je vous laisse cette découverte. Alors, sera expliqué par une voix magnifique, la voix off, qui est une voix absolument robotique. Ouais. Alors ça c'est dommage, mais bon, c'est la vie. Ouais. Nous n'avons pas encore eu le temps c'est très long en fait, il faut... Nous-mêmes nous apprenons c'est tous ces outils numériques. Il faut avoir entièrement achevé les séquences, avoir établi, mais pratiquement à la seconde près, tout ce que dit la voix off, pour que ensuite, dans un deuxième temps, on puisse passer un véritable enregistrement de voix humaine. Alors, on s'est posé la question, peut-être qu'on va leur laisser la voix robotique. Ben, vous nous direz. Nous, on est un peu gênés parce que cette voix robotique, de temps en temps, elle est amusante parce qu'elle comprend pas bien. Par exemple, vous verrez, au lieu de dire littérature fleu, elle comprend pas bien. Donc, elle dit flé. C'est amusant. Voilà. Mais, vous allez me dire, c'est plutôt agréable de faire de l'analyse littéraire en s'amusant. Oui, mais enfin, quand même. Et surtout, moi, ce qui me gêne plus, c'est qu'elle n'a pas d'émotion. Vous sentez la froideur de l'appareil derrière. Mais plus que masqué, parce que vous voyez, même aujourd'hui avec le masque, on arrive à faire passer quand même un petit peu d'émotion. Mais c'est un peu glacial. Alors, voilà. Elle est synthétique, mais on en a un peu plus nous habitués aujourd'hui. Oui, peut-être. Peut-être les étudiants seront moins, tu vois, oui. C'est ce qu'on doit tester aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc nous attendons. C'est bien de pouvoir utiliser aussi les outils synthétiques et numériques. Donc ça serait bien d'avoir un peu de voix de synthèse, peut-être moins, mais c'est quand même intéressant. Oui, et puis les voix ne vieillissent pas ainsi. Oui, et puis en tout cas, cette voix de synthèse nous permet de pouvoir vous faire tester aujourd'hui 2 séquences. Oui. Ce qui n'aurait certainement pas été le cas s'il avait fallu enregistrer des voix. Voilà, donc là vous avez la page de sommaire, donc séquence 1, séquence 2. Je ne m'arrête pas, c'est vraiment uniquement pour vous montrer
vous donner une idée de ce que vous allez découvrir. Et vous voyez là, eh bien, la première de couverture donc du livre de Ampateba. Et vous voyez qu'il y a 3 points. Tout d'abord, l'énonciation donc, qui parle dans le récit, une réflexion sur l'acte d'apprentissage et une exploitation littéraire du récit d'apprentissage, donc d'Ampateba. Oui, parce que quand même, le but, c'est d'arriver à articuler les deux. C'est pas de vous faire un cours sur l'énonciation, qui est important, qui est le point de départ, pour bien comprendre les différents niveaux du je JE dans le texte. Le je JE parle, mais c'est pas toujours le même. Donc, c'est important de bien comprendre ça. N'empêche que il ne faut jamais perdre de vue le plaisir du texte littéraire qui nous attend à l'issue, voilà, de ces outils bien maîtrisés. Le but, c'est pas d'assommer le public avec des tas de connaissances, il y en a sûrement beaucoup plus qu'il pourrait avoir, mais qu'il soit capable de s'approprier ces quelques outils, pas trop ambitieux, juste extrêmement bien ciblés, pour ensuite augmenter, grâce à ces outils, le plaisir du texte. Et ça, c'est une question qui arrive souvent. Le public a peur parfois que si on décortique le texte, il sera moins intéressant à la fin. Donc, on leur dit souvent, écoutez, faisons le pari, essayons avec les outils et relisons ensuite le texte et voyons où est notre plaisir. Et à chaque fois, les avis sont unanimes. Plus les outils ont été bien compris, bien mis en pratique, et plus le plaisir de la lecture est augmenté. Donc, oui, tout comme des lectures renouvelées n'épuisent pas le plaisir de la lecture, l'analyse non plus, grâce aux outils, n'épuise pas. Au contraire. Donc voilà le programme. Donc voilà un exemple de la façon dont se présentent visuellement les explications concernant l'initiation. Je rends juste hommage ici à notre stagiaire en e-learning, Angelica, qui a composé sur ses fiches un petit peu plus je dis fiches, mais enfin sur ses présentations, sur ses explications un petit peu plus théoriques, qui a pensé à vous justement et qui a essayé de mettre en scène, véritablement, des personnages dans ces actes de communication et d'énonciation, afin de les rendre plus lisibles, plus légers, plus attractifs aussi. Et je crois que c'est réussi. Sans être spécialiste. Oui, sans être spécialiste, tout à fait. Donc, Complètement. Voilà, une autre page. L'énonciation par rapport, vous voyez, alors en jaune orangé, par rapport aux situations de lieu, et en vert, de temps. Turquoise. Voilà. Vous avez donc ces deux, à la fois est turquoise, est du vert. Nous avons beaucoup discuté. Voilà. La couleur de droite. Voilà, c'est ça. Et tout ce qui est en vert relié à la situation d'énonciation, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, et de l'autre côté, en jaune, tout ce qui est coupé de la situation d'énonciation, comment ça fonctionne dans un texte. Déjà, il faut savoir le repérer, ce qui n'est pas simple. Il faut savoir que ça existe. Et il faut savoir que ça existe, absolument. Tout à fait. Et c'est la thèse de Dolly, ça, hein. Je le dis au passage. Bon, alors, Dolly, votre avis sera précieux. Ah oui, certainement. Voilà, et donc ici, donc vous voyez, après donc ce rappel, cet apport de connaissances, bien évidemment, il s'agit de voir comment appliquer, les appliquer à un texte. Et donc, vous voyez, alors, il y a juste une sélection de diapos, mais celle-ci est par exemple l'étape finale des repérages dans un texte d'Ampateba. Donc, vous voyez, à gauche, les repérages, donc le jeu. Et ces repérages-là permettent commentaires et interprétations. Et donc, vous les voyez à droite, dans le cadre de droite.
Alors, chaque fois, vous aurez bien sûr la possibilité d'avoir sous les yeux en même temps le texte et le texte complet. En particulier, on vous demandera justement de repérer, d'aller mettre en couleur dans le texte certains pronoms qui marquent l'évolution des personnes énonciatives. Donc, vous aurez toujours la possibilité d'avoir ce texte sous les yeux. Alors vous allez bien, apprendre à naviguer sur le... Parce que nous-mêmes, encore il n'y a pas si longtemps que ça, nous n'avions pas vu qu'il fallait cliquer sur Un un onglet. onglet. Bon, voilà, donc vous allez faire, vous allez tester, mais je suis sûre que vous allez... Si parfois sur un écran, par exemple, il ne se passe rien, c'est pas normal. Donc, c'est pas normal, je veux dire, il y a quelque chose que vous avez oublié de faire. C'est ça. Donc, vous cliquez, en général, il y a un onglet, réécoutez la voix off, parce que souvent, on regarde bien puis on n'écoute pas, ou bien on écoute et on ne regarde pas. Il faut faire vraiment les deux actions en même temps. Et quand on a trouvé l'onglet, qui en général clignote, tout s'inscrit automatiquement. Voilà, comme donc il y a des QCM, et cela a certainement été pour nous une difficulté, que de devoir pour une réflexion littéraire trouver la façon d'évaluer, mais uniquement par QCM. Pour nous, cela a été très très difficile, parce que c'est pas du tout nos façons de faire. Ben non, nous n'avons pas l'habitude en littérature de procéder par QCM. Voilà. Mais on s'est plié à l'exercice. Voilà. Oui. Bon, donc vous nous direz si ça fonctionne. Si ça fonctionne. Et vous voyez la petite main en haut à droite, là, c'est une possibilité. Si vous voulez regarder le texte pour vous le remettre en mémoire, hop, vous cliquez sur la petite main et le texte reparaît. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le personnage que vous voyez en bas à droite. Alors, nous avons beaucoup travaillé sur le personnage. C'est pas facile du tout de trouver un personnage qui soit, si j'ose dire, universel. C'est-à-dire, non sexué, si possible. Je ne sais pas si la non-sexuation est signe d'universalité, mais en tout cas, aussi bien le masculin que le féminin pourraient s'identifier. Parce que c'est ça que nous voulons, bien sûr. C'est pas que nous voulons évacuer toute marque de sexuation. C'est que nous voulons que hommes et femmes qui sont relativement à égalité dans la société puissent se reconnaître. Et alors, donc, nous sommes tombés d'accord sur ce petit personnage qui ressemble, moi je trouve qu'il ressemble à un livre, donc il m'a plu à cause de ça. Certains trouvaient qu'il ressemble à une tablette, ce qui est pas mal non plus puisque c'est l'outil numérique. Fares, vous dites ? Un livre qui utilise un tablette. Ben voilà, c'est ça. Voilà. Alors, la voix robotique est féminine. Mais enfin, est-elle féminine vraiment parce qu'on l'entend, elle est tellement un peu mécanique et métallique, si je veux dire. C'est une voix de synthèse. Oui, d'accord. Disais, moi, je suis de l'ancienne école, alors, la synthèse. Bien que l'idée de la synthèse me plaise, mais dans un sens différent. C'est ça qu'il faut dire. Oui. Nous avons deux questions. Alors, question. Donc, et quand même, juste pour la petite histoire, pour vous amuser, nous lui avons donné un nom, et alors, il fallait que ce soit un nom. Ben, évidemment, est-ce qu'on prenait un nom épicène ? Ça aurait été assez logique, Camille, Claude. Et finalement, on a voulu s'amuser avec la tradition, donc nous l'avons appelée Ulissa. Ulissa parce que voilà, elle se promène d'une planète à l'autre et elle découvre des tas de choses. Voilà, donc nous avons un petit peu une petite pointe subversive vis-à-vis de C'est-à-dire qu'on passe d'une formation normalement dispensée en présentiel à un format digital. Et ce n'est pas la même chose. Dans ce passage, il y a beaucoup de choses qu'il faut synthétiser, qu'il faut résumer, qu'il faut rendre beaucoup plus résumé, mais qui est toujours, il y a des documents en complément pour travailler, pour que chacune des personnes travaille chez elle. Donc, c'est une étape, l'étape de conception, c'est vraiment complexe et très délicat. Parce que aussi il faut respecter le souhait des auteurs et ça, donc ça ce n'est pas évident. Aussi, on passe après de cette étape de conception à la réalisation proprement, au
dans cette étape de conception, on a commencé à penser, on a pensé à la structure, à ce qu'on appelle techniquement l'ergonomie, la convivialité, toute la partie des dessins, et les visuels, ce qu'on appelle charte graphique, les couleurs, personnages, s'il y a un avatar, comme les petits personnages que vous avez vus là, qui on a décidé qu'on était vraiment pour le personnage, pour avoir quelque sorte d'accompagnement, étant donné que c'est un dispositif 100% à distance. Donc, c'était important d'y avoir une présence et à travers un personnage. Donc, après, on passe à cette étape de réalisation, qu'il s'agit déjà de construire proprement l'émission des séquences dans les dispositifs. Et on est dans l'étape de diffusion, même si on ne peut pas diffuser le MOOC en entière, mais on diffuse cette séquence 1 et 2 de la semaine 2. Et Merci beaucoup, Oui, Angélica. merci beaucoup, Angélica. Nous signalons également un autre aspect qui nous a, nous, beaucoup émus, c'est que vous êtes ancienne étudiante de l'université Rennes 2 et du CIREF. Donc, vous avez vous-même expérimenté ces méthodes d'analyse littéraire et c'est très agréable de vous retrouver parmi nous maintenant en train d'élaborer ce MOOC. Oui. C'est vrai que quand vous dites que la littérature fonctionne pour l'apprentissage de la langue, c'est absolument vrai. Et je peux témoigner parce que moi, ça fait 10 ans que j'étais au CIREF, Centre des langues étrangères à Rennes, et mes professeurs étaient Madame Berthoud-Courtivron et Madame Bourbon. Et quand j'ai appris, par exemple, le cours de Madame Berthoud de littérature, je ne le dis pas parce qu'elle est ici, c'était un des cours préférés. Et moi, j'ai beaucoup appris. Alors, je vais reprendre la parole si vous voulez bien. En fait, je suis dans l'ère de Dolly, dans la planète de Dolly, tu vois, parce que son ordinateur était allumé, alors je reste dans sa planète. Merci Dolly. Merci Angélica pour votre présentation, votre investissement ces derniers mois dans la réalisation de ces 2 séquences avec Marilyn, que nous remercierons demain. Elle viendra demain, Marilyn, mais ça a été pour nous aussi une chance de rencontrer Marilyn d'abord, parce qu'elle a débuté un stage au printemps, dans le confinement. Et puis vous pendant l'été, donc merci à toutes les deux. On espère qu'on aura d'autres étudiants de votre formation à venir faire des stages l'année prochaine. Ça nous aiderait encore, évidemment. Et les collègues ont tout à fait raison de souligner l'intérêt qu'on avait en plus à vous avoir, d'une part parce que vous étiez une ancienne étudiante du CIREF, mais il y a 10 ans, ça fait déjà très longtemps, mais parce que vous êtes justement une représentante aussi du public visé finalement, de ce public d'apprenants de français. Donc vous avez eu aussi une écoute particulière, disons, des demandes des 2 Marie-Françoise. Donc merci beaucoup Angélica pour tout ça. Puisqu'il est déjà 16 heures passées, je vais dire juste 2 mots. D'abord, je vais remercier tous les gens qui étaient connectés cet après-midi et qui ne sont pas tous étudiants ou bien participants de ce programme Déclame-Feu. Je vois que M. Valdès en particulier est connecté depuis le début de l'après-midi. Donc, merci Christian de cette connexion. Christian Valdès donne cette année le cours sur l'énonciation aux étudiants de Master 1. Alors là, on espère qu'ils vont avoir un beau score dans le MOOC, puisque il va servir de révision finalement. Une partie en tout cas de la première séquence va pouvoir servir de révision aux enseignements de Christine. Maintenant, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, Dolly me dit qu'elle va devoir déconnecter les caméras. C'est ça que tu m'as dit, Dolly? Elle va déconnecter les caméras. Toutes? Ou bien l'ordinateur de Madame Bourbon aussi ou... Non, l'ordinateur de Madame Bourbon. C'est que le tien. Oui. Bon, donc je vais plutôt sur un autre écran. J'ai la bibliothèque de Faulkner derrière moi. Puisque, vous l'avez dit ça, nous sommes dans la salle Faulkner. Le micro est j'ai désactivé. Excuse-moi. Alors, ça ne sert à rien que je parle, si personne ne m'entend. Voilà. Nous sommes cet après-midi toujours à la bibliothèque universitaire dans la salle Faulkner. Donc, tous ces beaux rayonnages de bibliothèque que vous avez derrière Madame Bourbon ou derrière Madame Berthoud-Courtivron
sont des ouvrages en lien avec William Faulkner. C'est une très belle bibliothèque. On espère qu'on pourra vous y amener réellement une autre fois. Donc pendant que Dolly installe voilà, la toute fin du MOOC là où ça doit être, et on vous montrera où juste après, je vous rappelle que vous devez tous compléter une fiche d'autorisation et d'inscription que je vous ai montré ce matin, qui se trouve sur le site d'Éclamme-Fleu. Il n'y a que, pour le moment, on en a recueilli 38 ou 39. 48. Bon, c'est mieux que 38, c'est 48. Mais ça veut dire qu'il en manque, que certains d'entre vous n'ont pas complété ces fiches. Donc, si vous voulez bien le faire dans la soirée, histoire qu'on arrive à avoir toutes les fiches avant la fin des 3 jours. Ça serait bien, mais les Marie-Françoises aussi vont compléter une fiche tout à l'heure. Nous l'avons pas fait. Mais moi non plus. Donc, il n'y a pas que les étudiants en retard. Moi-même, je ne l'ai pas fait, mais il faut que tout le monde le fasse. Voilà. Donc, je vous le rappelle. Si jamais vraiment vous avez des difficultés, mais comme il y en a déjà 48 qui ont complété, normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais sinon, vous nous écrivez et on verra ce qu'on peut faire. Il y aura donc pour le MOOC qu'on va lancer là aujourd'hui 2 versions. Une version pour les étudiants européens, les étudiants et les collègues européens, donc de Pologne, de Slovaquie, enfin, s'il y en a d'ailleurs, on les prend aussi. Comme j'ai pas eu le temps de regarder exactement qui est en ligne, il peut y avoir des gens encore d'ailleurs. En tout cas, pour tous ceux qui sont en Europe, c'est-à-dire hors de Rennes 2. Le monde commence à la frontière de Rennes. Donc, tous ceux qui sont en dehors de Rennes 2 vont pouvoir aller sur le site d'Éclamme-Fleu. Donc, vous tapez ça dans Google, d'Éclamme-Fleu hypothèse, Erasmus Day. Vous allez montre l'onglet Erasmus Day, peut-être, Dolly, d'abord. Voilà. Erasmus Day. Quand vous êtes dans Erasmus Day, vous retrouvez le programme, concours de création d'énigmes. N'oubliez pas que c'est jusqu'à 21h, les énigmes. Et puis, j'étais passé trop vite sur le MOOC. Voilà, et lancement du MOOC, enseigner la littérature. Donc vous cliquez là, lancement du MOOC. C'est maintenant. Donc le décompte qui était jusqu'à présent est terminé. C'est une autre image qui apparaît. Et donc tous les étudiants européens et les collègues européens peuvent cliquer désormais sur cette image-là. Voilà, on vous montre. Et on montre juste le début. Et hop! Et voilà. Et la musique. Allez, quand même la musique. Allez, et la musique. On laisse la musique, Dolly? C'est un peu trop fort pour le micro. Ah, c'est moi qui baisse peut-être. Musique synthétique un peu également, ça va avec la voix que vous entendrez. Et donc on va peut-être y revenir après. En tout cas, pour vous montrer le chemin, les étudiants européens, le site internet d'Éclamme-Fleu, la page Erasmus Days, et puis le lien lancement du MOOC. Et vous trouvez le MOOC et vous pouvez le visualiser de cette manière, répondre aux questions qui sont posées, aux exercices que les Marie-Françoise vous ont montré tout à l'heure, etc. Le questionnaire, où est-il? Là, Il est aussi dans ce lien. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Le questionnaire est à la fin. Ah, c'est ça. Voilà, vous répondez au questionnaire également sur ce même lien. Tout est disponible sur ce lien unique et vous pouvez tout faire à partir de ce lien. Est-ce qu'on peut, juste une question, est-ce qu'on peut lire le questionnaire avant de faire tout le reste? Oui, sans répondre au questionnaire, on peut lire les questions. Donc je vous conseille de faire ça aussi, de lire ça vaut pour tout le monde, de lire les questions avant de commencer le MOOC, parce que comme ça, vous aurez aussi ces questions-là en tête quand vous naviguerez d'une page à une autre. Vous avez vu tout ce qu'on cherche à évaluer, l'ergonomie, la navigation, les contenus, les consignes, les couleurs, le personnage, la voix, tout est à évaluer.
Donc, une lecture attentive du questionnaire vous permettra aussi de répondre peut-être de façon plus pointue à certaines questions. Bienvenue à vous, enseignants et enseignantes de FLE, où que vous soyez dans le monde. À vous aussi, étudiants et étudiantes en didactique du FLE, bienvenue. Nous enseignons à l'Université Rennes 2, au CIREF, Centre de français langue étrangère. et en master didactique des langues, Nous avons le même prénom. la même passion pour la littérature. Dans ce MOOC, nous allons vous transmettre les meilleurs outils expérimentés sur le terrain. Vous tendre le relais pour vous aider, vous aussi, à réussir votre enseignement de la littérature. Si vous imaginez qu'il est possible de vivre sans littérature, Ce MOOC est là pour vous détromper. si vous vous dites « la littérature, à quoi bon ?» Si vous pensez qu'enseigner un texte littéraire, c'est trop de travail, que la littérature française est trop difficile pour votre public, ce MOOC va vous rassurer. Nous avons sélectionné des auteurs d'origine étrangère devenus entre-temps professionnels de la littérature en langue française. c'est une nouvelle donne de nos sociétés mondialisées. Le public FLE trouve dans nos textes le miroir de son apprentissage. Il est doublement impliqué par cette mise en abîme. Notre méthode d'analyse est centrée sur la façon dont est reçu le texte. Car un texte existe seulement saisi par un regard, Une pensée. une émotion, Nous nous mettons à la place du sujet lecteur qui découvre le texte, le comprend. le ressent, Le public allophone est donc au centre du dispositif. par le thème et par la méthode. Dans ce MOOC, des apports théoriques, de la méthodologie, des entraînements et clés en main 4 textes entièrement didactisés. Nos objectifs donc. Inviter la littérature dans l'apprentissage linguistique. Transmettre les fondamentaux de l'analyse textuelle. Donner la parole à des écrivains et surtout des écrivaines enfin visibles dans nos sociétés. Nous avons eu un immense plaisir à concevoir ce MOOC. Emparez-vous du même plaisir. Puisque si on s'en tient maintenant très concrètement à l'apprentissage du FLE, elle développe la capacité d'innover en français et de créer dans la langue que l'on apprend. L'étude littéraire était une des 3 possibilités de renouveler entièrement à l'heure actuelle l'enseignement du FLE.